Cher écrivain, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et j'ai la très grande joie d'ouvrir officiellement la première réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Je suis super heureuse de lancer ce premier épisode avec autour de la table mes 4 amies écrivaines, qui pour certaines ne se sentent pas légitimes d'ailleurs à se dire écrivaines, mais c'est un sujet pour un autre épisode ou peut-être pas. Peut-être qu'elles vont nous en parler. On a donc autour de la table Marie. Hello. Laetitia. Coucou. Laure. Salut. Et Léa. Bonjour. Merci toutes les 4 de rejoindre le club et de lancer ce podcast avec moi. Je suis trop heureuse d'être avec vous ce soir. Et comme je le disais dans l'épisode 0, et d'ailleurs si vous n'avez pas écouté l'épisode 0, allez-y puisque j'y présente chacune de ces merveilleuses personnes plus en détail. Donc on est amies toutes les 5 depuis 8 ans, vous vous rendez compte? Déjà. Ça passe vite, hein. On s'est rencontrés en 2014 et depuis on a passé beaucoup d'heures à discuter d'écriture entre nous. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, comme d'hab, juste un groupe d'amis qui écrivent et qui partagent leurs réflexions, leurs galères, leurs conseils. Et en deuxième partie d'épisode, on parlera de notre thème du jour, à savoir notre point de vue sur les formations, podcasts, conseils d'écriture en tout genre. Et on vous dira même quel est le pire et le meilleur conseil d'écriture qu'on ait chacune reçu. Alors avant ça, pour commencer, les filles, comment allez-vous, littérairement parlant? Est-ce qu'il y a un blocage du moment, une question, un doute, un projet en cours dont vous voudriez qu'on parle ici? Alors, je peux commencer, si vous voulez, pour cette première, pour lancer le truc. Ça marche. On sait que tu as des projets qui sont en train de se terminer. Oui, alors d'ailleurs, dans l'épisode 0, j'ai dit que je devais rendre mon manuscrit dans quelques semaines. Officiellement, il faut que je le rende dans 10 jours et mon éditeur a commenté « Comment ça, dans quelques semaines ?» Voilà, Pascal, si tu m'écoutes, désolée. Donc voilà, je suis en train de finaliser, on va dire, mon deuxième roman. Et franchement, c'est sans fin. Les doutes et les questions que j'ai, c'est tous les jours. Et je passe littéralement par tous les états, tous les jours. Du désespoir à me dire, mais vraiment, c'est une merde infâme que je suis en train de faire. J'arriverai jamais au résultat que je veux. J'ai pas le niveau pour le projet que j'ai envie de faire. Jusqu'à des espèces de révélations sous la douche où je me dis, putain, mais en fait, le sens profond de ce que je suis en train d'écrire, c'est un truc de fou. Je me l'étais pas rendu compte, il y avait tel symbole qui est relié avec tel autre à tel moment. Je vois Guillaume, mon mari, je dis « Attends, mais tu te rappelles pas le prénom de tel personnage? En fait, ça fait écho à la page 130, le truc, j'avais pas réalisé. » Moi, c'est toujours comme ça dans ma tête quand je lis, Christelle. Quand tu lis? Ouais, tu fais, quand je lis, mon instinct, c'est de mener l'enquête pour essayer de tisser cette espèce de faisceau de convergence qui s'est passé dans la tête de l'auteur. Des fois, inconsciemment, tu sais, j'adore ce... Bref. Ouais, c'est ce qu'on adore tant dans tes bêta-lectures, c'est quand tu nous révèles tout ça. Mais franchement, quand tu le lis dans un livre de quelqu'un d'autre, genre, tu arrives à faire les liens, mais quand tu le découvres dans ta propre écriture, de trucs que tu n'as même pas fait exprès de mettre, c'est des trucs de fou. C'est incroyable, tu te dis, mais en fait, je suis grave intelligente. J'ai du talent. Et puis, tu passes au paragraphe d'après, tu dis... Exactement, voilà. Donc en ce moment, c'est exactement ça ce que je suis en train de vivre. Franchement, émotionnellement, c'est épuisant. Mais l'avantage, c'est que maintenant, c'est quand même mon deuxième roman. Et donc, je sais que je suis capable d'arriver au bout d'un roman. Et je sais aussi que ces moments de détresse, c'est des moments, et qu'en fait, c'est vraiment une vague qui monte et qui descend, et que quand ça va pas du tout, je suis juste en bas de la vague, et que ça va remonter. La seule question, c'est est-ce que je suis plus lucide quand je suis en bas ou en haut de la vague oui, c'est toute la question. Ouais. Ça, c'est hyper dur d'être objectif sur ce qu'on fait. Enfin, moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai plus aucune objectivité sur mes textes, quoi. Ah oui, comme tu dis. Et puis c'est pareil aussi quand tu écris. Des fois, tu écris un passage, tu le trouves bien sur le moment. Et quand tu le redis, tu dis, il faut tout refaire. Et il y a certains moments, vraiment, tu l'écris, tu rames dans le sable et tout, tu galères. Et en le relisant après, tu dis, en fait, il était super bien. Donc, tu peux même pas te fier à commenter au moment d'écrire. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est toujours une question de filtre différent en fonction du moment où tu relis. Je me demande aussi si ça dépend pas de ton état d'esprit du moment. C'est clair. Ouais. C'est clair. Voilà, moi, à peu près où j'en suis en ce moment. Je sais pas vous, si vous en êtes ailleurs, si vous vivez des choses qui font écho. Letty, vas-y.
Moi, je suis au tout en fait, là, je suis la partie peut-être un peu, qu'on va peut-être s'accorder à dire qui est la partie hyper cool. C'est le tout début d'un nouveau projet où, du coup, tu réfléchis, tu es encore à chercher un peu l'ambiance, à chercher, voilà, qu'est-ce que tu veux écrire? Tu es encore un peu, tu vois, dans le général, quoi. Enfin, là, j'en suis quand même où comme donc j'ai écrit un peu ce week-end, j'ai eu des moments en tout cas pour écrire, mais là, écrire sur carnet, donc pas vraiment encore sur clavier et tout, mais plutôt vraiment des genre tes personnages, c'est qui, ok, tu veux aller où, quelle histoire, un peu commencer à réfléchir, peut-être pas déjà à des réseaux de symboles hyper détaillés, mais quand même un peu, genre si c'est un peu quelle atmosphère je veux et tout. Donc pour le moment, j'ai pas du coup, on va dire, trop de problèmes, vu que c'est la partie cool où tout est possible. Même si, comme toi, je me dis quand même un peu, je commence à avoir un peu une idée de ce que je veux faire et je me dis, mon Dieu, mais est-ce que j'en suis vraiment capable, quoi? Ah ouais. Est-ce que la Ouais. montagne n'est pas trop haute Ouais. et c'est le chemin qui est important. Non, c'est Tu les sais- amis qu'on se fait sur le chemin. Jamais j'en aurais fini avec ça. Une petite C'est- private joke qui dure depuis un moment dans le groupe, c'est ça. Je sais même plus comment c'est né cette histoire. Mais oui, non, je C'est le- comprends tout à fait, Laetitia, que moi aussi, mon projet là, vraiment, je me dis en fait, si j'avais 10 ans de plus, je pense que ce serait pas mal. Là, je pense que je me suis attaquée à un morceau un peu trop gros et il y a un peu cette peur de me dire, je vais sortir quelque chose peut-être un peu trop tôt et plus tard, je reviendrai dessus avec des regrets de ne pas avoir vraiment réussi à faire le projet que je voulais, mais bon, c'est comme ça. Et pareil, en vrai, je suis aussi en train de commencer, comme j'arrive quand même dans 6 semaines, il faut que j'ai rendu le manuscrit final. Je commence un peu à avoir des idées de ce que je veux faire après, des petits flashs qui viennent, des trucs comme ça. J'ai dit non, pas maintenant. Ah, déjà, Laisse-moi finir. Not déjà, ça, today. c'est une bonne nouvelle, ça, déjà, parce que la dernière fois, tu n'avais pas du tout d'idée de l'après. Donc, comme J'ai pas quoi, d'idée vraiment, c'est que mais tu après, arrives au bout. je suis dans un setting, dans un environnement. J'ai déménagé, C'est donc du coup, pour nice. nos auditeurs, en Irlande, il y a à peine 1 mois et demi. Et du coup, j'ai plein de petits trucs. Je me dis, ah, ça c'est T'avais trop dit? bien, ah, ça c'est trop mignon. Ça, faut trop que je le mette dans mon prochain projet. Genre, hier, j'étais aux courses de chevaux et il y avait déjà tout le monde habillé en Peaky Blinders. Et il y avait un petit monsieur, un vieux monsieur dans un petit stand peint avec écrit sur la devanture Binoculars. Genre, il vendait des jumelles. On aurait dit que derrière sa boutique, c'était le Préolard ou je sais pas quoi. Bref. C'était Je le t'avais dit. Ollivander local, quoi. Ouais, exactement, ça faisait trop ça. Voilà. Marie, tu avais des trucs à dire, toi, sur l'alternative? Moi, en fait, moi, ça fait 1 an que je suis sur un projet et que j'ai un carnet et que j'écris des idées et que je me prends la tête sur ces idées, que je remets tout en question et vraiment, sans mentir, toutes les 3 pages, j'écris dans mon carnet: «Non, ne te prends pas la tête, écris ce projet pour toi, ça va aller» et en fait, là, je me suis dit que bon, je commence à avoir beaucoup d'idées, donc j'ai pris mon carnet, je l'ai retourné et j'ai fait des rubriques où je centralise un peu toutes mes idées selon les thématiques, selon les idées de personnages, selon, les lieux, histoire d'y voir un peu plus clair et de me dire: «Bon, il y a un moment, il faut essayer de». Moi, je pars du principe qu'une bonne idée, c'est une idée qui s'accroche. Et je me dis, si j'ai des idées qui sont là depuis 1 an et qu'elles n'ont pas bougé, c'est qu'il ne faut peut-être pas chercher midi à 14h et qu'il faut commencer à travailler avec ces idées-là. Mais je fais des refus d'obstacles en ce moment parce que ça me fait super peur de passer à l'après, parce que là, je suis vraiment au moment cool, en fait, où tu as les idées et tu commences vraiment à t'amuser avec, à te dire, ah, ça pourrait être génial et tout. Et après, il faut commencer à construire quelque chose et là, voilà, ça m'angoisse un petit peu. Ouais, moi, je trouve qu'il y a les 2 moments cool, c'est vraiment le tout début où tu as pas encore commencé à écrire et la toute fin où tu as déjà tout écrit et juste tu vas peaufiner: «Je choisis cet adjectif ou cet adjectif». Ah, la toute fin, c'est dur quand même, hein. Ah ouais, moi j'adore Parce la que tu peux plus le voir en peinture, ton roman. oui, Moi, alors je je sais parle pas de pas, la toute fin quand, tu as les épreuves non corrigées qui arrivent de l'éditeur et tout, là, j'en peux plus, même je fais confiance au franchement, ça correcteur. s'appelle les épreuves pour une raison, hein. Ce truc, c'est vraiment c'est horrible, J'y avais vraiment. jamais pensé comme ça. Mais tous les auteurs le disent, hein, que vraiment, il y en a. Enfin, j'avais entendu plein d'auteurs qui disaient que quand ils lisaient leurs trucs, ils disaient mais comment les gens vont lire cette bouse? Je sais pas si ça vous l'avez fait, Christelle et Laetitia, en relisant, mais Ah mais moi j'ai pas relu en fait. Enfin, moi déjà je peux pas ah, t'es relire, pas mais ça relu? ce sera un autre sujet pour une autre fois, mais je peux pas relire ce que j'ai écrit, trop avec plusieurs mois d'écart, enfin T'as un raison en fait, ça donne hein. envie de vomir Ouais, ouais. et non, j'avais juste pointé les corrections, que les correcteurs avaient mis, mais j'ai pas tout relu. Je me dis: «C'est Mmh. bon, je leur fais confiance, ils voient déjà 15 fois plus de coquilles que moi, donc c'est pas moi qui vais leur trouver une coquille qu'ils ont jamais vue». Ah Laetitia, tu veux ouais. dire un truc?
Moi, pour le coup, mais effectivement, ce sera sûrement un sujet pour une autre fois, mais moi, j'ai pas du tout votre truc, hein. Moi, je suis plutôt fière en vrai de ce que j'ai écrit. Après, pour le moment, j'en ai fait qu'un et j'ai relu les épreuves avec du stress. Je me souviens que Marie, justement, je t'avais appelé, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça ne s'appelle pas les épreuves pour rien. Et donc, c'est clair, c'était une épreuve, mais c'était pas forcément, ouais, c'était pas forcément comme Christelle, quoi. Moi, c'était plus un peu la peur de lâcher le texte, mais et des doutes un peu de dernière minute. Enfin, Christelle le sait, j'avais appelé mon éditrice Oui. vraiment, rappelé après. Enfin, en gros, j'ai renvoyé les épreuves par coursier. Et le lendemain, il y en a eu un week-end, et le lundi, je l'ai rappelé. Je lui ai dit non, mais là, il y a un truc, j'ai réfléchi tout le week-end, il faut changer ce mot. Mais en fait, on s'était vu le vendredi et tu m'en avais parlé en me disant, mais je crois que je vais avoir un regret et tout, je suis pas sûre, on m'a changé un mot, je voudrais le remettre. Et moi, je t'avais dit, mais non, mais attends, c'est bon, t'as pas été chiante. Si vraiment ce truc te travaille tout le week-end, lundi, Mm. rappelle-la. Et t'osais pas forcément parce que bah, voilà, ça fait un peu la diva, mais en vrai, non, Ça heureusement, tu as bien fait. Ça reste ton texte, quoi qu'il arrive. Donc, Mm. s'il y a un truc sur lequel tu as un énorme regret et que tu peux potentiellement le rattraper, faut le tenter. Mm. Laure, toi Voilà. qui travailles avec des éditrices, est-ce que tu Ouais. les vois pester contre des auteurs qui les rappellent, genre le jour de l'impression pour changer un mot? Non, jamais. Ça ne teste jamais dans mon entreprise. Nous sommes toujours absolument ravis. Non, mais c'est le jeu. Enfin, on sait que pour un auteur, on sait que chaque roman est un peu... Enfin, la métaphore est un peu galvaudée, mais ça reste un peu ton enfant, ton bébé, c'est ton truc, c'est ton sujet. C'est normal que tout soit important. Et il faut respecter ça en tant qu'éditeur, je pense. Ça pourrait être un sujet de réflexion pour un autre podcast. Est-ce que nos romans sont vraiment nos bébés? Parce que sinon, moi, je suis une mère horrible, vraiment. Alors, Non, pas mais nos vraiment, personnages, c'est- j'espère pas, mais... Non, mais juste, il faudrait y réfléchir à ce... Ouais, c'est Est-ce marrant, que- on avait une discussion qui me fait penser à ça avec Christelle justement l'autre jour et Laetitia où on disait mais en fait l'art et l'art de l'écriture c'est un des seuls quand on se pense écrivain comme écrivain de métier en fait c'est un des seuls métiers où tu as tout cet affect et tout ce soi qui rentre dedans parce qu'un plombier ou j'en sais rien tu vois n'importe quel autre corps de métier jamais on va lui dire ah cet évier c'est ton bébé ou ah c'est vrai. et ça semble absurde dit comme ça semble vrai. évident, mais il y a cette espèce de chose de un livre, c'est un morceau de soi qu'on offre au monde, quoi, et c'est quand même pas rien. Et moi, je comprends Laetitia d'avoir eu cette rumination tout le week-end et de se dire non, ce mot, il faut que ce soit le mot parfait, c'est un petit morceau de moi que je donne au monde, quoi. Enfin voilà, c'est tout. C'est ce Mais c'est morceau-là vrai et que pas un je- autre. Parce que c'est vrai, par exemple, une œuvre musicale, est-ce qu'on dit que c'est le bébé du compositeur? En fait, je m'étais jamais posé la question de est-ce qu'on dit ça pour les livres ou pour d'autres œuvres? J'imagine qu'on peut aussi le dire, mais c'est sans doute moins direct dans le sens où il n'y a pas le côté verbal. Enfin là, par exemple, là, je suis en train d'écrire un roman avec des relations familiales et je me dis, mais mon Dieu, quand les gens de ma famille vont le lire, ils vont croire que vraiment je les déteste. Parce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc où tu racontes littéralement des choses en partie de toi, qui est peut-être pas le... Il n'y a pas le même degré de proximité dans des arts qui sont non-verbaux. Oui, c'est vrai. Enfin, sauf si tu fais un autoportrait de toi en train d'assassiner toute ta famille, je sais pas, mais... Que j'allais dire, la peinture, ça peut être pas mal aussi, Ouais. je pense, dans le genre, j'exprime mon inconscient et Ouais. les gens autour de moi flippent, mais Mm. ouais, effectivement, le verbal ajoute encore quelque chose de plus. Tu as raison, Christelle, je pense que tu as mis le doigt exactement sur le truc. Puis aussi le fait que quand tu écris, tu n'as pas de support, enfin, tu as ton carnet ou ta page Word, mais ça sort vraiment de ton cerveau, alors que tu as plus de, je sais pas comment je pourrais dire, De médium, quoi. d'outils ou de médium, quand tu crées, quand tu sculptes. Il y a Oui, peut-être là, ça notre, aussi. ouais, notre seul médium, c'est des mots. Mais C'est ça. il n'y a pas, lui, tout le côté, les outils, les pinceaux, la peinture qui transforme ce que tu veux dire en Ouais. autre chose, quoi. J'imagine qu'il y a des philosophes qui ont parlé de ça beaucoup mieux que nous, Mm. avec des termes beaucoup plus savants. Mais bon, voilà, avec notre petite expérience. Léa, toi, tu avais des choses à dire là-dessus en ce moment? Ouais, alors en ce moment, j'aimerais beaucoup préparer ma semaine de résidence d'écriture qui va arriver. Oh, attends, tu as une semaine de résidence Mais d'écriture? ouais, début mai, normalement, je suis censée être très sérieuse et écrire pendant une semaine. Mais le truc, c'est qu'en ce moment, je suis complètement noyée sous le boulot.
puisque je passe mes journées à bosser sur des mots, mais de l'autre côté de la barrière, moi aussi, puisque je suis éditrice. Et du coup, là, en ce moment, je renvoie tous les mardis une vingtaine de livres chez l'imprimeur en réimpression, plus tous les livres sur lesquels je travaille pour la première fois, plus blablabla, voilà. Du coup, je passe beaucoup de temps à prendre soin des mots des autres et pas des miens. Mais voilà, j'espère que j'aurai le temps de vraiment me faire un espèce de petit planning de travail pour la semaine que je vais passer parce que c'est précieux pour moi et je le fais pas souvent de me dire je consacre une longue plage de temps comme ça à l'écriture. Et j'essaye vraiment d'aller chercher des choses que je vais pas chercher d'habitude et j'espère que ça va me permettre de faire ça, ouais. Et c'est trop bien. Donc Et du voilà. coup, comment tu as décidé de mettre une semaine à part? C'est pour quel projet? Tu vas où? Vas-y, dis-nous tout. Alors la vérité, c'est que je vais ma tante me prête très gentiment son appartement dans le Pays Basque pendant une semaine et surtout, le plus de cette résidence d'écriture, c'est que je vais avoir Laetitia. J'emmène Laetitia Pour lui- dans mes bagages. Lui taper sur les doigts si elle n'écrit plus. Et ça, c'est la meilleure motivation qui soit parce que je sais que Laetitia va me hisser en haut des Pyrénées, va me faire plonger dans les profondeurs de l'Atlantique et va me taper sur les doigts si je n'écris pas. Donc voilà. Et pour quel projet? C'est pour un projet, c'est le projet que vous connaissez toutes les 4 sur lesquels je travaille depuis déjà 1 an et c'est un projet c'est un roman plutôt de littérature ado et pour nos auditeurs et c'est de la fantaisie ado et ça se passe dans un univers assez sombre et ça parle beaucoup du lien entre voilà, comment le dire simplement? C'est pas facile de résumer un projet sur lequel on est en train de Résumer son bosser, en propre fait. texte, c'est horrible. Hein. Ouais. Ouais, non, c'est ce que je suis en train de me rendre compte, alors que je fais ça toute la journée pour les autres paradoxalement, hein. Mais ouais, ça parle des liens entre l'humanité et la sauvagerie, des humains et des animaux, de qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous fait ressembler, et puis ça parle d'une héroïne qui cherche sa famille, surtout. Voilà, sa vraie famille. Et du coup, là, tu prends une semaine parce que tu veux arriver à un objectif particulier dans ton projet? Ouais, j'aimerais bien faire une première partie qui se tienne. Il y a quelques mois, en fait, j'avais participé, encore sous votre influence, à un petit concours d'écriture où il fallait rendre juste un premier chapitre. En fait, c'était un concours d'écriture qui était organisé par Rajo, si je dis pas de bêtises. Et il fallait rendre ce premier chapitre. Et en fait, avoir cette espèce de deadline, ça m'avait vraiment motivée à bosser sur le projet et à écrire un premier chapitre et un synopsis qui se tenait. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, si je me mettais pas des espèces de butoirs comme ça, c'était très difficile de prendre du temps vraiment à consacrer à l'écriture. Et donc là, en fait, à l'issue de cette semaine, voilà, je voudrais pouvoir avoir écrit cette première partie. Trop bien. Voilà. Et ben, en tout cas, moi, j'avais lu le premier chapitre, il était trop stylé, donc j'ai Ouais. hâte que tu avances et que je Je puisse vais lire la adorer suite. aussi, moi. De pouvoir en lire un peu plus. Merci. C'est cool. C'est bien que tu prennes une semaine comme ça. Et puis, vu la thématique de ton roman, ça va être bien que tu sois un peu au vert pour écrire. Ouais. Ouais, j'avoue, il y a C'est pas vrai mal que de forêts. c'est peut-être plus simple, vu ton métier, de vraiment prendre une longue plage d'écriture. Parce que j'imagine que ça doit pas être facile de switcher, par exemple, le soir, si tu veux écrire, alors que tu as passé ta journée à lire d'autres. Ça doit pas être évident déjà de retrouver l'énergie et après te remettre de l'autre côté de la barrière, comme tu dis. Je pense que c'est facile pour personne, hein. On en parle souvent avec Laetitia. Toi, tu n'arrives pas à écrire après tes journées de travail. Et moi, j'ai beaucoup de mal aussi, hein. Il faut vraiment écrire, moi, ça me demande beaucoup d'énergie, une énergie hyper particulière que je mets aussi, par exemple, dans mes dessins, parce que je peins, je fais de l'aquarelle et de la peinture sur ordi. Et ça me demande vraiment de me mettre dans une espèce de petite bulle perso. Et c'est vrai que quand j'ai passé la journée dans les univers des autres, ce que j'adore, hein, mais c'est compliqué de me reconstruire cette petite bulle. Et voilà, je sais pas si vous aussi ou pas du tout, ou comment vous le vivez ça? Ouais, c'est pour ça que j'avance aussi hyper lentement, c'est que j'ai besoin d'avoir vraiment au moins minimum 2-3 heures devant moi pour écrire, Ouais. sinon j'arrive pas. Alors, je pense qu'il me faut au moins 1 heure déjà pour me mettre dedans, vraiment. Et après, je commence à être lancée. Donc, ouais, c'est pour ça que tant que j'ai pas des journées entières en fait d'écriture devant moi, j'arrive pas à avancer. Ouais. Je pensais, Christelle, que tu arrivais à écrire, toi,
Ah, du Sur tout, des dans les plus petits petites coins de table, plages. là? Ah Ton non, premier impossible. roman, tu l'avais pas écrit Non, en fait, il y avait avec le des... Covid, donc j'étais au chômage partiel, donc tous mes après-midi, je les avais libres. Ok. Et donc, Ah. j'écrivais vraiment tout l'après-midi et toute la soirée. D'accord, Non, ok. sans ça, Ok. impossible. Ouais, Comme moi, bah, Ça, c'est vrai que ça prend de l'énergie, puis ça demande un. C'est comme s'il y avait une sorte de sas de ouais. décompression entre le monde et le moment où tu vas dans ton histoire. Et c'est pour ça que moi, depuis que je suis plus autrice à temps plein, j'écris plus. En fait, c'est parce que, en fait, je pense que quel que soit le métier qu'on a, il y a ce moment incompressible où tu as besoin de te détendre. Et après, il faut repartir pour se remettre au travail. Et en fait, dans une semaine dans une semaine de travail à temps plein, il y en a qui arrivent, hein, il y en a qui arrivent à trouver ce rythme-là, mais ça demande quand même une sacrée discipline, je trouve. C'est ça. Bah, c'est Ouais. pour ça que moi, j'ai fait ça là depuis que j'ai. Enfin, les seules solutions que j'ai trouvées, effectivement, moi, j'avais écrit le premier aussi pendant le confinement, mais parce que, ben, du coup, tout d'un coup, toutes les soirées, tous les week-ends étaient libres. Mais sinon, c'est de faire ce que disait Léa, de prendre des semaines entières d'écriture, quoi. De faire des petites résidences d'écriture. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avancer. Parce que sinon, effectivement, après le travail, c'est trop dur, quoi. Mm. Ouais. C'est Et vrai que Laure, toi? vous m'avez pas mal donné envie de faire ça aussi, parce que bah, j'ai un peu le même souci. Je suis d'accord. Enfin, je vous écoutais, mais je trouve qu'en effet, il y a un temps de chauffe. Enfin, il y a à la fois d'arriver à se sortir l'esprit de sa journée et de se remettre complètement dans ce qu'on a envie d'écrire. Et ce temps de chauffe aussi, il est hyper long, quoi. Au début, Ouais. tout paraît hyper laborieux. Et une fois que tu as commencé à trouver un peu le fil de tes mots, bah, franchement, il est 1h du mat et il est peut-être temps d'aller dormir, non? Enfin, parce qu'il y a école demain, enfin, il y a travail. Mais non, bah moi, franchement, du coup, ce que je disais un tout petit peu avant qu'on lance véritablement l'enregistrement du podcast, mais je me sens pas du tout légitime à être là, puisque moi, j'écris pas du tout des romans. Quand j'écris, c'est vraiment plutôt des petites histoires, des petites fanfictions, des petites romances, des choses que je publie comme ça sur les internets, sous pseudo, pour que surtout on ne me retrouve pas. Sauf peut-être vous, parce que je vous aime et que je vous fais confiance. Voilà. Mais pour le coup, du coup, le fait qu'il y ait ce projet-là qui se mette en place, bah, ça m'a carrément donné des nouvelles envies et je me suis reposée devant des pages Word vides, mais qui se sont un peu remplies. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça très drôle que tu m'appelles Lady Whistledown parce que j'ai binge-watché Bridgerton. Oui, moi aussi, évidemment. J'ai ce binge-watchage, ça n'existe pas ce mot, mais vous m'avez compris, a été suivi d'une période d'intense. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, je l'aime pas à moitié. Donc j'ai re-regardé les scènes à peu près 25 millions de fois sur Les scènes. Ouais, voilà, exactement, les scènes, voilà. Et je me suis dit, mais sers-toi de cette énergie et écris une fanfiction, en fait. Enfin, ça fait super longtemps que tu n'en as pas écrite. Et là, clairement, tu es en train d'être happé par cet univers. Vas-y, lance-toi, et puis voilà. Mm. Donc j'ai ça. Et j'aimerais bien aussi continuer un truc que j'avais ouvert pendant le NaNoWriMo, je sais pas comment on peut le prononcer, qui a évidemment été un échec cuisant, mais C'est toujours un échec, le NaNoWriMo. De l'autre côté, qui réussit le nano en vrai? Moi, j'ai réussi une fois en 10 ans. Donc, Juste pour nos auditeurs, le NaNoWriMo, entre parenthèses, c'est National Novel Writing Month. C'est censé être en novembre de chaque année. C'est un challenge où on doit écrire en un mois un roman entier de 50 000 mots ou 300 000 signes. Donc, c'est à peu près impossible. Bah, le nano, c'est super au début. Ça donne une énergie incroyable, mais je pense qu'il faut surtout en retenir ça, en fait. Parce que si tu termines le mois en disant j'ai pas réussi à écrire mon roman, bon, c'est pas. Oui, non, mais disons que je pense que j'ai dû ouvrir mon Word 3 jours d'affilée et puis après le vrai monde de la réalité véritable est arrivé et c'était pas trop possible. Mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. En fait, j'ai trouvé un personnage, je sais pas quelle est son histoire, je sais pas, voilà, mais j'ai trouvé sa voix et ça faisait super longtemps que je m'étais pas autant amusée en fait à écrire. Il m'a vraiment fait marrer et j'ai envie de voir ce qu'il a à me raconter. Je sais pas ce qu'il a à me raconter, mais j'ai l'impression de l'avoir trouvé, donc j'aimerais bien écrire un petit peu plus sur lui et voir quelle est son histoire. Du coup, c'est un perso original, c'est pas une fanfiction. Ouais, non, là, c'est pas incroyable. Non, mais c'est un c'est perso trop à cool. moi. Tu voulais réagir, Laetitia, sur quand Laure parlait de Bridgerton? Non?
Non, j'ai juste Des envoyé une fois. petite réaction Ah. comme ça pour dire Petit pouce en c'est l'air. top si ça t'a remis dans le mood d'écrire et de trouver des. Enfin voilà, si ça t'a aidé à te motiver quoi. C'était juste une réaction positive. Ouais. Voilà. En fait, c'est vrai que j'ai besoin d'être. Enfin, quand j'écris, c'est parce que je suis dans un fandom en fait. Et du coup, j'ai besoin d'avoir cette énergie de fan où en fait, d'un seul coup, je kiffe tellement quelque chose que ma vie devient genre Mais je te 100% comprends quelque chose. tellement. Je trouve ça trop cool que tu aies gardé ça en grandissant. Parce que je trouve que c'est super. Enfin, moi, je trouve ça hyper touchant et hyper fort, en fait. Ça, je trouve que c'est un truc qu'on a beaucoup étant ado et qu'on perd un peu pour certains en grandissant. Et c'est tellement cool de ressentir ça que Et j'ai jamais faut bien le grandi. garder. Non, mais je te comprends trop. Hein. J'explique, moi, en fait, mon prochain projet, ce que je veux, c'est en 3 semaines écrire un truc vraiment sans me prendre la tête une seule seconde, qui serait en gros une fanfiction de Bridgerton. Voilà, genre vraiment. Moi, je veux écrire une romance. J'ai jamais écrit de romance. Je veux écrire un truc ultra cliché, sexiste, tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai envie d'écrire ça. Mais qui ne paraîtra jamais nulle part. Hein. Voilà. Ah, mais juste pour le kiff. Bah, publie-le Voilà. sur Ouais, Wattpad voilà, sur Wattpad. sous pseudo. Donc, je te comprends trop. Et je suis en train aussi de relire tous les Harry Potter et en audio, dans les moindres interstices et tout, dès que j'ai 3 minutes. Et pareil, franchement, je sens venir la grosse dépression de la fin du tome 7. Genre, vraiment. Mais en fait, c'est ça le monde magique des fandoms, c'est que après le tome 7, l'histoire, elle est jamais terminée. Ouais, je sais. Faudra qu'on fasse un jour un épisode sur les fanfictions. Ah, Moi, je finesse. suis jamais rentrée dans ce monde-là, mais j'avoue que moi, si Moi, c'est j'ai pas des canon, choses à dire. j'accroche pas. Moi, j'ai fait mon mémoire là-dessus, hein, donc j'ai aussi des trucs à dire. Hein. Et derrière, vous avez mon temple à Hunger Games, donc donc voilà. Bah, merci les filles en tout cas d'avoir partagé tout ça. Ce que je retiens, c'est que heureusement qu'on est là pour se soutenir parce qu'on en a quand même des petites galères. Mais c'est cool, il y a plein de projets qui se lancent là. Je suis trop contente de voir que vous avez chacune des nouveaux projets, des choses qui reviennent. J'ai hâte de lire tout ça. C'est maintenant l'heure de notre conseil du jour. Donc pour chaque épisode, on va vous recommander un contenu autour de l'écriture, que ce soit une chaîne YouTube, un podcast, un livre, n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, c'est Léa qui a quelque chose à nous recommander. Vas-y Léa, on t'écoute. Yes. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler donc rapidement de cette petite série de bouquins. Alors, il se trouve que moi, je les ai sous forme physique, mais qu'en fait, tous ces contenus sont disponibles sur Internet, sur le blog des auteurs, puisque les auteurs sont 2 frères et leur histoire est pas banale. En fait, l'un est dessinateur de BD et l'autre est scénariste. Et ils travaillent ensemble depuis des années. Ils s'appellent les frères Etherington. Ils sont britanniques. Admirez mon accent. Et pourquoi j'adore ce qu'ils font Et ben parce que en fait, alors je vais essayer de vous trouver une page un peu sympa. En fait, tous leurs conseils d'écriture ou de dessin, puisque les 2 font des conseils, se présentent sous la forme de ces espèces de pages, un peu comme des post-it de révision de bac sur lequel tu as les basiques et où chaque thème peut t'emmener. Donc là, on a une double page sur le voyage dans le temps. Donc comment tu peux construire une histoire avec ce thème? Qu'est-ce que ça va te poser comme problématique? Quels sont les angles d'approche intéressants? Et tu as ça sur plein de trucs. Comment écrire du small talk, par exemple, entre 2 personnages. Si tu galères, tu as une espèce de petite fiche mémo. Ça va te donner des idées, ça va peut-être des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé si tu es coincé. Et franchement, c'est des ressources qui sont top. Voilà, donc... Tu peux redire le nom du coup? Ouais, alors, c'est les frères Etherington. Du coup, il suffit de le taper. On pourra mettre leur nom et carrément le lien vers leur blog. Ouais, exactement. Pour les auditeurs qui sont intéressés. Et voilà, donc il y a How to Think When You Write, donc comment penser quand tu écris, et il y a aussi comment penser quand tu dessines, pour les gens qui sont intéressés par la BD ou le scénario de BD, comme moi. Et voilà. Donc c'est How to Think When You Write, c'est en anglais du coup, mais tout est gratuit sur Internet et c'est par les frères Etherington. Et là, c'est Robin. Voilà. Ok, Robin Etherington, How to Think When You Write. Et ben ça a l'air trop cool. Merci beaucoup Léa pour cette petite recommandation. Très bien. On va maintenant passer à notre thème du jour que j'ai intitulé « Faut-il vraiment écouter des podcasts d'écriture ?» Parce que vous voyez, on est en train de lancer un podcast d'écriture. Du coup, c'est méta. Du coup, franchement, c'est d'une intelligence ce podcast. Je suis impressionnée par tant de profondeur. Chris, vraiment, tu nous éblouis. Je sais. Franchement, j'espère que vous allez surmonter ça.
En vrai, donc j'ai voulu qu'on parle de ce sujet pour ce premier épisode parce que, moi, je me suis rendu compte petit à petit, en progressant en tant qu'autrice, que j'avais un rapport hyper ambivalent aux formations, podcasts, tables rondes, conseils d'écriture en général. J'adore en écouter, j'adore en consommer, je suis hyper friande de tout ça. J'adore aller, en salon du livre pour aller à toutes les tables rondes, aux conférences et tout. Ça me nourrit, ça me motive énormément à écrire, d'écouter d'autres gens parler d'écriture. Mais j'ai très longtemps eu, cette tendance et je l'ai encore pas mal aujourd'hui, à prendre le moindre conseil ou la moindre expérience qui venait d'un auteur expérimenté comme la vérité. Et du coup, ça me faisait une liste mentale de tout ce qu'il fallait absolument faire pour bien écrire. Sauf que, les auteurs, ils sont pas forcément tous d'accord entre eux. Du coup, je me retrouvais à appliquer à fond les conseils de l'un, puis entendre dans une table ronde des conseils un peu différents et à me dire: «Mais oui, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, je dois tout changer, j'ai oublié cet aspect-là dans mon roman» et je me retrouvais, en fait, ballottée entre plein de méthodes et de visions de l'écriture, au point où ça a pu parfois me bloquer complètement et la preuve, c'est que, mon premier roman, je l'ai écrit entièrement, enfin, en grande partie, en tout cas, en suivant de A à Z la méthode de Truby dans l'anatomie du scénario. Et j'ai mis beaucoup trop longtemps à l'écrire, en fait. J'ai voulu vraiment suivre à la lettre toute la méthode et ça a été une souffrance, vraiment. Voilà, le livre que montre le gros pavé que montre Laetitia à l'écran pour ceux qui ont la vidéo. L'anatomie scénario, voilà, les petits outils de torture qui ont dessus, c'est ceux qui m'ont torturée pendant, plus d'1 an. Alors franchement, évidemment, c'est dû à un manque de maturité et d'expérience, mais du coup, je trouve que quand on est un jeune auteur, c'est super dur de se sentir légitime face à tous ces conseils pour arriver à se dire parfois: «Ben non, moi je fais pas comme ça marchera pas pour moi» ou «Je vois ce qu'il veut dire, mais je vais prendre qu'une seule partie du conseil parce que moi je veux faire différemment» et encore aujourd'hui, là, je suis en train de lire un livre, un très bon livre sur des techniques d'écriture, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Mais à chaque chapitre, j'ai ce réflexe de: «Oh, mais est-ce que ça, je l'ai bien appliqué dans mon roman en cours? Est-ce qu'il ne faut pas que je revoie toutes mes descriptions, tous mes dialogues à la lumière de ce qu'elle conseille?» Et je dois faire à chaque fois cet effort conscient de me dire: «Attends, pose-toi, fais la part des choses. Qu'est-ce qui s'applique à toi? Qu'est-ce qui est dispensable dans ces conseils?» Et j'essaye petit à petit de me forger mes propres convictions, de trouver ma voix, là, VOIE, VOX, les 2, sans me laisser trop fortement influencer par les conseils et les expériences d'autres auteurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'à la fois j'adore et à la fois j'essaye de prendre la distance. Donc je voulais savoir, vous, je serais curieuse, de savoir si vous vous reconnaissez là-dedans ou si vous avez une autre expérience complètement différente avec les conseils d'écriture. Est-ce qu'il y en a une qui veut réagir, en premier là-dessus? Vas-y Laetitia. Alors moi déjà pour la petite anecdote, le truc qui est drôle, c'est que Chris, c'est toi qui m'as vachement mis dans ces trucs de conseils d'écriture en En fait. plus. Carrément ouais, parce qu'en fait, alors j'ai avant qu'on se rencontre, hein, j'ai été intéressée par les salons du livre et tout ça et effectivement je traquais, j'allais rencontrer des auteurs vraiment dans l'espoir qu'ils me révèlent, le secret de comment écrire un roman. Il y avait vraiment ce truc-là. Mais j'avais pas, je pense que c'était encore inconscient, en fait, ce truc-là, d'ailleurs. C'était même pas encore hyper conscient et c'est toi qui m'as fait réaliser, mais plein de trucs. Typiquement, ce bouquin que j'ai montré et que j'ai, c'est parce que tu m'en as parlé. Les podcasts aussi, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Enfin, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est en plus toi qui m'as un peu mis dans ces trucs-là et on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure quand on parlera des pires et des meilleurs conseils. Tu verras, c'est aussi lié à toi. Je t'ai donné ton pire conseil d'écriture. Il faudra rester jusqu'à la fin pour le savoir. Donc ouais, les méthodes d'écriture, enfin, c'est dingue parce que moi, j'ai commencé voilà, à un peu rationaliser tout ça et à comprendre qu'il y avait en fait des règles hyper tard en fait. Et en vrai, je suis hyper reconnaissante que tu m'aies montré ça en fait, que tu m'aies dit, mais en fait, il y a quand même un peu des règles qui existent, des techniques. Ça va vous sembler un peu bête, mais moi, quand j'étais un peu plus jeune, genre, je m'étais dit, non, mais moi, j'en avais un peu marre, vous savez, en fait, d'absolument toutes les histoires, donc, mais des histoires où les héros prennent des décisions débiles, ils sont tout le temps tristes, ils sont orphelins, ils sont seuls, ils sont maladroits, ils sont maltraités. Et moi, j'étais là, non, mais moi, je veux écrire une histoire où le héros, il est content, tu vois, il prend les bonnes décisions, et il va bien, il est heureux, tu vois. Genre, Il n'y a pas d'histoire. Voilà, sauf qu'en fait, t'écris ça, il n'y a pas d'histoire, quoi. Mais j'ai mis longtemps à le comprendre, en fait. Et moi, ouais, après, donc, pour revenir vraiment aux conseils, aux formations et tout, moi, ça m'a aidée, mais à mort, en fait. Enfin, vraiment, en fait, écrire, ça s'apprend. Et moi, j'en suis convaincue. Enfin, écrire, ça s'apprend. Et il y a des gens qui ont fait ça avant nous et qui ont théorisé plein de choses, mais aussi trouver des méthodes pour mettre en pratique ce qu'ils ont théorisé, ce qui est encore bien plus intéressant, parfois,
ça selon les gens, hein, que les théories. Et moi, j'adore. Enfin, du coup, je le cache pas, hein, mon premier roman, je l'ai écrit grâce à une formation de Cécile Duquesne. Et franchement, ça m'a... Je raconte même en interview que voilà, j'avais les idées étaient là et tout, mais elle m'a aidée à savoir où aller, comment faire, à vraiment, voilà, à suivre un peu une méthode et à comprendre plein de trucs, en fait. Et aujourd'hui, donc là, tu as écrit ton deuxième roman. Est-ce que tu as suivi la même méthode? Est-ce que tu as réécouté la formation ou est-ce que tu t'en es un peu affranchie? J'ai réécouté à mort, j'en ai acheté même plein d'autres. Après, c'est devenu un peu une addiction. Alors ça va. Il y a une addiction. Effectivement, il y a un petit côté, comme ça a marché une fois. Après, d'un coup, tout ce qu'elle sort te semble indispensable. Et il y a un petit côté addictif au conseil, c'est vrai. Donc effectivement, après, tu peux pas non plus tout écouter, tout... Comme tu dis, il y a les conseils, ils vont pas en plus être valables pour tout le monde. Moi, j'ai conscience aussi que sa méthode, elle a fonctionné parce que je pense qu'on a un peu les mêmes façons de faire, à savoir que sa méthode, elle est quand même pour les gens qui sont assez architectes. En gros, je pense que à peu près tous les gens qui connaissent un peu la différence entre architecte et jardinier. C'est une méthode qui est quand même assez sur les plans, faire des plans et savoir où tu vas et tout. Même si pas que, mais quand même, je trouve. Et ça me correspond bien. Ça correspond pas à tout le monde. Donc... Et est-ce qu'entre la première et la deuxième écoute, le premier et le deuxième roman, tu n'as pas l'impression d'avoir quand même intégré aussi des réflexes? Moi, je me rends compte quand je lis tes conseils, d'un coup, je me mets à flipper, genre, oh, j'ai pas fait ça, en fait, j'ai oublié cet aspect-là, je l'ai complètement zappé. Et en fait, je regarde mon truc et je me dis, non, en fait, je l'ai intégré en grande partie, juste, je m'en suis pas rendu compte parce qu'à force, heureusement que je conscientise pas tout ce que je fais, sinon tu pètes un câble, quoi. T'as pas eu cette impression d'avoir intégré des réflexes entre les deux? Ah, j'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, que c'est nul, que ça... Je sais même pas, comme je te dis, j'ai pas du tout de recul sur ce deuxième projet-là, donc je sais pas. Donc je me suis un peu aussi raccrochée à ça, raccrochée aux techniques pour essayer de trouver où aller, comment, et de savoir ce que je voulais raconter, quoi. Moi, ça m'a vraiment servi de branche, de guidelines, de tout ce que tu veux. Ouais, voilà. Les filles, est-ce que vous avez des expériences similaires ou complètement différentes? Moi, je pense que j'en suis un peu au début de la transmission. Genre, j'ai écouté, je trouvais ça rigolo. Du coup, Laetitia, tu disais que c'est Chris qui t'a convaincu d'écouter, de lire ou d'écouter des choses sur des conseils d'écriture. Et là, moi, je viens d'acheter une formation de Cécile Duquesne, pardon. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu une chaîne de transmission. Un flambeau. Voilà, un Quel beau thème, flambeau. du coup? Écrire son premier roman, en fait, cette fameuse formation, c'est vrai que Laetitia nous en avait parlé assez largement pendant l'écriture, avec l'écriture du premier. Et j'ai été totalement victime du marketing puisque Cécile a fait une offre de prix et que du coup, je me suis dit que c'était le moment. Donc ouais, j'en suis au tout début, mais ça me plaît bien pour le coup. Comme tu disais, en fait, c'est un truc qui est assez concret, en fait. Moi, j'ai toujours du mal quand on parle en concept, quand on parle de théorie, ou je me dis, c'est très bien. Mais en fait, concrètement, il faut faire quoi? Du coup, ça me plaît, cette approche me plaît bien. Mais sinon, je suis pas du tout... comme je me sens aussi pas légitime, j'ai l'impression qu'il faut être déjà... quand même avoir une idée assez claire de ce qu'on a envie de faire ou d'avoir envie d'écrire pour pouvoir déjà être en mesure de recevoir les conseils. Donc du coup, quand on va à des festivals littéraires, ça me plaît bien d'aller à quelques tables rondes, mais en fait, ça me fait peut-être me sentir encore plus bête en ressortant qu'au début. Donc je suis pas forcément hyper en demande. Mais là, je me dis pourquoi pas. Celle-ci a prouvé qu'elle pouvait donner quelque chose de concret. Alors, allons-y. Sans mettre trop de pression. Toi, Léa, en termes de théorie, je pensais, tu as beaucoup d'outils narratologiques et tout vu ton parcours. Est-ce que tu t'en sers dans l'écriture ou pas? Alors, la grande malédiction de bosser sur les écrits des autres toute la journée, c'est que moi, je décris souvent ça, vous savez, l'oreille absolue en musique. C'est quand tu n'entends plus la musique, mais tu entends les notes. Moi, j'ai ce problème, mais avec l'écriture, en fait. C'est-à-dire que à force de voir et que mon métier, ce soit de reconnaître et d'absorber et d'assimiler et de mettre en valeur ça chez les autres, en fait, tout ce que j'écris, je le juge.
j'ai des attentes qui sont complètement démesurées par rapport à ce que je suis capable de produire. Ça me handicape beaucoup. Et moi, je sais que typiquement, la masterclass de Cécile sur le scénario, je l'ai beaucoup écoutée. Merci Laetitia. La grande Ce apôtre podcast de devient une Cécile. pub pour Cécile. C'est grave. Non, mais et ça m'a aidée en fait. C'est marrant parce que cet outil d'enseignement, donc cette masterclass sur le scénario, ça m'a aidée à prendre du recul et à me dire ok, t'arrêtes de te poser des questions, t'arrêtes de juger ton travail, tu suis bêtement ce qu'on te dit de faire en fait. Tu es bête. Genre, on te dit de dire où le personnage y va, pourquoi, avec qui, quand, et de faire une phrase sur ça, tu écris, tu ne te poses pas de questions. Et ça m'a drôlement aidée à écrire le synopsis du roman qu'on me demandait avec ce premier chapitre. Et je pense que pour les gens comme moi qui se posent beaucoup de questions et qui se posent parfois trop de questions, c'est une excellente ressource en fait, de se laisser guider par quelqu'un d'autre. Voilà. Ah, mais ça, arriver à éteindre, désactiver son éditeur interne, je pense que c'est aussi l'objet d'un autre podcast parce que Ouais, vraiment, grave. c'est tout un truc. Hein. Mm. D'avoir cette espèce de voix à l'intérieur qui fait que te rappeler que ce que tu fais, c'est de la merde. Enfin, moi, il y a quelques temps, j'écrivais et en parallèle, je lisais Voyage au bout de la nuit de Céline. Donc, si vous voulez, j'étais vraiment. À chaque fois, je me disais, non, mais vraiment, ce qu'il a écrit, c'est juste incroyable. Ce que tu as écrit, c'est pourri en comparaison. Et du coup, mon éditeur interne, il était à son max. C'était horrible. Toi, Marie, est-ce qu'on t'a déjà demandé des conseils d'écriture en tant qu'autrice publiée quand tu étais à des salons, des tables rondes et tout? Est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans la situation où on t'a demandé, toi, tes conseils d'écriture? Oh, ça a sûrement dû arriver. Et j'ai sûrement dû dire des conseils un peu du genre lancez-vous, écrivez. Enfin, vraiment, faut pas me demander des conseils. Des trucs qui t'aident bien, quoi. Le truc lambda, parce que moi, j'en sais rien. Enfin, Ouais. c'est hyper compliqué de donner des bons conseils d'écriture, surtout que c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, c'est que un conseil d'écriture ou une méthode de conseil d'écriture va peut-être beaucoup parler à quelqu'un et pas du tout à quelqu'un d'autre. Ça dépend de où tu en es dans ton parcours, comme disait Laure. Ça dépend de est-ce que tu es plutôt jardinier ou architecte, comme disait Laetitia. Et ouais, j'ai sûrement dû en donner, mais pas forcément les suivre, quoi. Il y a d'autres gens qui font ça très bien. Et est-ce que toi, tu Mais es friande de ça? Est-ce que tu suis ou est-ce que tu restes à distance? Comment tu vis la chose? franchement, c'est très très compliqué parce que en fait, ce que tu disais au début, ça me faisait beaucoup penser à moi à un moment, c'est que moi j'en ai beaucoup consommé des conseils d'écriture, mais vraiment tout format confondu, sur des forums, sur des blogs d'auteurs, sur des podcasts, sur des vidéos, enfin vraiment tout. Et là, je crois que je suis plutôt dans une phase rejet total parce que j'ai l'impression que, en fait, moi, quand je m'intéresse à un truc, je veux faire les choses bien. Donc, je me renseigne à fond pour être sûre que je suis bien dans les process. Sauf que je trouve que l'écriture, c'est pas faire bien son devoir, c'est aussi s'amuser, c'est aussi laisser parler une partie plus libre de soi, plus inconsciente de soi. Et moi, j'ai vraiment l'impression que trop consommer de conseils d'écriture, moi, ça m'a un peu tué ça, en fait. Ça m'a un peu mise dans un cadre. Ça a un peu tué la petite partie jardinière qu'il y avait en moi et que j'aimerais bien retrouver, en fait. Et du coup, alors je suis pas à dire que je consomme plus du tout de conseils d'écriture, mais plus un peu en mode snack. Je vais vraiment picorer des trucs et je vais vraiment aller sur des formats un peu plus légers, plus sur, par exemple, je pense que si j'étais une auditrice externe, le podcast qu'on fait là, moi, il m'aurait bien parlé parce que c'est aussi intéressant de voir comment les autres se débattent avec des problématiques. Voilà, vraiment avoir un truc un peu plus informel, un peu plus libre. Voilà, j'en suis à ce stade-là, moi. Je me reconnais trop dans ce que tu dis. Je pense qu'il y a un côté aussi bon élève et scolaire. Où d'abord, je vais regarder comment on fait, connaître tout le process, connaître le barème d'évaluation et ensuite, je vais faire quelque chose qui correspond aux attentes. C'est je veux rendre un bon devoir, alors qu'en fait, un bon roman, c'est pas un bon ça devoir. peut être totalement freestyle. Enfin, moi, ça me manque beaucoup comment j'écrivais au lycée, par exemple. Vraiment, j'en avais rien à faire. Enfin, moi, mon tout premier roman, c'était censé être une nouvelle et c'est fini en un roman de 400 pages. Et vraiment, je suis partie avec mon héroïne, je les ai foutus au fin fond d'un ravin de je sais pas combien de mètres de fond. Enfin, vraiment, j'avais pas... Enfin, si, j'avais une petite structure, mais beaucoup moins que ce qui a suivi, en fait. Après, c'est aussi, je pense, par exemple, la dernière trilogie que j'ai faite, c'était de la fantaisie.
Et du coup, tu es un peu obligé d'avoir un cadre très, très détaillé. Mais ouais, moi, ça me manque un peu cette partie-là et je ne sais pas si je peux la retrouver. Mais en tout cas, le projet que j'ai actuellement, c'est vraiment un projet complètement foufou. Donc, c'est aussi pour ça que j'y vais un peu mollo avec les conseils d'écriture. C'est que j'essaie vraiment d'écouter l'histoire et pas d'essayer de lui caler un cadre. Genre, par exemple, moi, j'ai beaucoup lu Truby aussi, comme vous. Et il y a ce truc de l'adversaire. Il faut un adversaire pour donner une bonne dynamique à l'histoire. Et moi, en fait, ça me saoule de mettre un adversaire dans mon histoire, en fait. Parce que je trouve que c'est hyper téléphoné. Sauf que je ne sais pas comment faire pour donner des enjeux sans mettre un adversaire. Là, les derniers Disney, ils ont dû t'aider. Il n'y a pas d'adversaire dans les Mm. derniers Disney. Ouais, c'est vrai. Je pensais à C'est ça les aussi, c'est conflits internes, les adversaires. Ouais. Et c'est très L'adversaire, réussi. ça peut être le héros, ouais. 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 Laetitia, tu voulais réagir? Ouais, je voulais dire qu'en fait, je pense que Marie, tu as tout à fait raison. Tu as mis le doigt sur un truc aussi, c'est que ça dépend aussi vraiment, et c'est ce qu'on voit là d'ailleurs autour de la table, où t'en es en fait dans ton écriture. Parce qu'en même temps, moi, je suis quand même assez étonnée du nombre de gens que je rencontre et qui disent, enfin voilà, et qui veulent écrire des romans, et en fait, à qui j'ai l'impression qu'il manque des bases de base, à savoir que voilà, comme je disais, un peu ce que moi, il m'a manqué à une certaine époque. C'est-à-dire que, ouais, en fait, quand même, dans l'écriture, il y a des tropes, il y a des schémas, il y a des genres, et c'est quand même hyper important de connaître tout ça, comme tu dis, après, pour s'en affranchir. Parce qu'en fait, effectivement, Marie, tu as je sais pas combien de romans derrière toi. Donc, c'est trop bien, en vrai, que maintenant, tu cherches un peu d'autres façons de faire, je comprends. Mais Oui, quand c'est tu vrai, commences, oui. en vrai, je pense que c'est quand même hyper utile et important même, en fait, de savoir comment ça fonctionne. Parce que si tu commences en voulant direct t'affranchir de tous les codes, il y a quand même de bonnes chances pour que tu te casses la gueule, Oui, quoi. c'est vrai. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Ouais. Ouais, je pense que c'est une phase, effectivement, où au fur et à mesure, quand tu mûris, tu matures ton écriture, tu en as moins besoin. C'est une béquille dont tu peux te passer petit à petit. Donc, c'est hyper important quand tu commences, voilà, de recevoir les conseils, de se nourrir des expériences des autres auteurs, en gardant en tête que c'est pas forcément la vérité et que peut-être que tous les conseils ne te correspondront pas. Je me rappelle d'une fois où j'ai lu vraiment littéralement à 10 minutes d'intervalle 2 grands auteurs dont j'ai plus les noms en tête, mais vraiment des grands auteurs morts. Et l'un, je crois que c'était Jack London qui disait genre, mais lisez pas de la merde, lisez que des trucs très bons et qui vous correspondent à votre genre. Et je sais plus, une autrice qui elle disait, mais non, lisez de tout, tout ce qui vous passe sous la main parce que ça vous nourrira, ça vous montrera ce que vous aimez pas, ce que vous voulez pas faire. Bon, ben, c'était 2 grands auteurs, tous les 2 au Panthéon de la littérature, et ils avaient tous les 2 des avis différents, donc se rappeler de ça aussi, quoi. Là, dans le livre que je lis en ce moment, après, c'est une autrice qui est vachement thriller, page-turner et tout, et qui, dans les dialogues, dit surtout, je ne veux pas que vous écriviez de longs monologues de personnages qui ne sont jamais interrompus par des réactions d'autres personnages, des petites descriptions de situations et tout. Mon roman est entièrement basé sur 2 longs monologues de personnages qui s'enchaînent. Donc, dans l'idée, si je suis son conseil, l'intention de mon roman disparaît, mais il faut que j'arrive à me dire non, toi tu as sur une autre intention, elle parle d'autre chose dans un autre cadre. Et voilà, petit à petit, d'arriver à s'affranchir de ça. Et pendant que vous parliez, je me disais aussi qu'en fait, moi, de plus en plus, les conseils, entre guillemets, ou les inspirations d'écriture où je prends vraiment des conseils indirects, c'est en lisant d'autres auteurs, quoi. Mais c'est totalement ça. Enfin, moi, ça m'est arrivé, par exemple, je suis en train de commencer The Mandalorian de Star Wars. Alors, du coup, c'est pas une lecture, mais c'est quand même un scénario. Oui. Et j'en suis au tout début, mais il y a des trucs que j'ai pigés sur les enjeux scénaristiques. Je trouve que c'est super bien amené. En fait, le début est très lent. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. En fait, le début est très lent et il n'y a pas Laetitia, beaucoup oui. de dialogue. Et moi, au début, ça me freinait un peu. Et en fait, alors c'est peut-être moi qui le ressens comme ça, mais je trouve que justement, tu as tout le temps de te rendre compte à quel point le héros va se mettre dans la merde. Et tu as tout le temps de stresser pour lui jusqu'au moment où ça arrive et où là, vraiment, les enjeux de la série commencent. Et je sais pas, moi, ça m'a vraiment fait un gros tilt en mode, comme quand je lisais je sais pas, des conseils d'écriture super intelligents, super bien pensés, te dire, ah, mais en fait, ça, c'est un super ressort. Et ça fonctionne comme ça. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, voilà, c'est. Oui, comme tu disais, oui, c'est des fois juste en lisant d'autres histoires, tu arrives toi-même à trouver la trame, à débloquer des astuces, des ressorts. Je trouve qu'en ayant aussi tous ces outils-là et en ayant reçu ces conseils, on devient plus apte à décortiquer Oui. ce qu'on lit, ce qu'on voit comme série, comme film. Parce que je repense à mon exemple de Céline. Si tu lis Céline et que tu te dis tout de suite, ouais, moi je vais écrire comme lui, tu vas juste faire un truc pourri en fait, qui aura ni queue ni tête, qui ressemblera à rien.
Il faut arriver à le décortiquer, à comprendre ce qui fonctionne dans ce qu'il fait pour arriver à éventuellement reprendre certains schémas. Mais je trouve que ça ouvre aussi, moi, tu vois, voilà, justement, j'étais vachement dans les trucs Troubi, Anatomie du scénario et tout. Et en lisant un livre comme ça, qui est l'un des plus grands romans du XXe siècle, qui pèse tous les codes, tu dis, ah oui, c'est aussi possible de faire ça, en fait. C'est aussi possible de s'affranchir à ce point de tous les conseils quand même très hollywoodiens qu'on nous donne, parce que aussi, ça, c'est quelque chose qu'on avait évoqué ensemble une fois. Tous ces conseils d'écriture reposent beaucoup sur des structures, parce que, en fait, ce qui se transmet bien dans des podcasts, des tables rondes, des conseils, c'est des structures narratives, c'est des méthodes, et donc des choses qui relèvent vraiment du mécanisme, en fait. Et les histoires, comme tu disais, Marie, c'est pas que de la mécanique. Et c'est tout ce que tu vas mettre autour de la mécanique, toute la chair, la liberté que tu vas mettre là-dedans qui va insuffler du rythme et de la chair, quoi, à l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves en toi aussi. Tu parlais de voix tout à l'heure, et moi, je pense que vraiment, les histoires, elles ont peut-être aussi Ça me fait un peu penser Je sais plus quel artiste disait ça, que sculpter quelque chose, c'était vraiment dégager une forme dans un bloc. Et moi, des fois, j'ai l'impression que les histoires, elles ont un peu leur propre ADN, mais il y a aussi quelque chose qui vient de nous et qu'il faut réussir à écouter aussi. À se dire, ça va peut-être pas dans le sens de ce conseil-là, mais moi, je sens vraiment qu'il faut que j'aille dans cette direction-là, même si ça fait peur parce que c'est toujours plus rassurant d'appliquer les process. Il faut avoir ce courage aussi, des fois, de se dire, je vais écouter. Et franchement, c'est pas facile, surtout quand tu es au tout début de la phase créative ou quand tu écris, ou comme on disait au début du podcast, c'est vraiment que des montagnes russes. C'est la partie magique, ouais. Oui, qui se transmet pas. Cette partie, voilà, c'est la partie, la partie un peu de la création, quoi. L'inspiration, la création, là, c'est le morceau qui ne s'apprend pas. Le talent, est-ce qu'il y a du talent? Est-ce que ça existe? Léa, tu voulais réagir? Ouais, je reprends ma métaphore, ce qui compte, c'est le chemin. Non, c'est non, mais ça me faisait penser à ça, ce que j'allais dire. Mais en fait, tous ces outils et toutes ces méthodes, en fait, pour moi, tu parlais tout à l'heure du sculpteur qui va dégager quelque chose. En fait, pour moi, les outils et les méthodes, c'est juste des outils et des méthodes, justement, qui vont être utiles sur le chemin, mais c'est pas la destination, en fait. Et c'est les outils et les méthodes qui vont te permettre de trouver cette part de magie, en fait, qui est à l'intérieur de toi. Et c'est comme une béquille, si tu veux, qui va t'aider à avancer, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Et j'ai l'impression que dans beaucoup de méthodes d'écriture, en tous les cas, celles que j'ai pu feuilleter ou lire ou dont j'ai pu m'imbiber, des fois, les méthodes, c'est presque une fin en soi, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, Christelle, j'ai envie de rendre une bonne copie, une belle copie où j'ai coché toutes les cases, comme si la méthode, c'était une fin en soi quelque part et qu'il fallait appliquer toutes les cases pour arriver jusqu'au bout. Et personnellement, c'est là où je trouve où il y a la limite, en fait, la limite de la méthode et la part de magie, la part qui s'acquiert pas, c'est quand tu arrives à te dire ok, très bien tout ça, mais ça en fait ça correspond pas à mon projet, donc je le mets de côté et tant pis si j'ai pas coché la case et je vais quand même jusqu'au bout, quoi. Et ouais, c'est pas facile, hein. Moi, je trouve que ça demande je sais pas, de la lucidité ou du courage ou de l'expérience, une intuition. Enfin, c'est pas évident. Je trouve qu'il y a vraiment cet équilibre à trouver, de ne pas se dire moi je m'en passe complètement parce que j'y vais au talent et que je suis juste trop forte. Mais comme une forme de sédimentation où au fur et à mesure, en fait, tu en as tellement écouté, tu as tellement lu que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est devenu des réflexes. Et là, tu peux commencer à t'affranchir, à faire d'autres choses sans pour autant partir dans des délires où tu vas être le seul à les comprendre, mais en gardant des structures qui deviennent plus subtiles, moins visibles, parce qu'elles se sont tellement bien intégrées à ce que tu veux faire, quoi, à ta voix. Ouais, c'est complètement vrai. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses importantes que vous vouliez dire sur ces sujets? Ou est-ce que vous pensez... Ouais, Laetitia. Alors aussi, allez-y. Alors du coup, moi, ça risque de... C'était juste un petit truc qu'on n'a pas encore dit, mais qui est, je pense, quand même important à dire aussi, c'est qu'en vrai, il y a aussi un espèce d'effet ces dernières années. Les formations d'écriture, elles se multiplient. Il y a aussi quand même un peu un business derrière. Ouais, tout à fait vrai. Donc peut-être juste alerter un peu aussi là-dessus. Enfin, voilà, il faut aussi... je pense trouver le bon prof, la bonne méthode qui correspond aussi à chacun, quoi. Voilà. Pas espérer non plus une méthode miracle, écrivez un best-seller en 15 jours, enfin voilà.
On est bien d'accord. Tu fais bien de le rappeler. C'était juste une parenthèse. Même si Laetitia a écrit un super roman en un mois. Mais bon. Un Bientôt mois la et un formation. an. Un mois et un an quand même. Et un an, Donc, Laure, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, mais ça faisait un bon mot de fin, ceci dit, ce que tu disais, Laetitia, je trouve, tu vois, genre la voix de la sagesse. Non, mais en fait, juste, je voulais en fait réagir à un truc que disait Marie. Je trouve finalement avec ses conseils, enfin, on a beaucoup parlé de ses conseils pour écrire un roman, pour écrire quelque chose qui va être lu par des gens. Mais fondamentalement, il y a un truc qui est hyper important pour moi dans l'écriture, c'est juste le plaisir que moi je vais avoir à écrire en fait, enfin mon plaisir à moi toute seule. Et en fait, moi, c'est vraiment ça que je cherche en premier lieu si je me mets sur un Word le soir. C'est ce plaisir pour moi et du coup, je m'en fous du conseil. Enfin, c'est terrible, hein, mais enfin voilà, je veux juste, c'est ça que je veux avant toute chose. Et après, dans un second temps, si j'arrive à en faire quelque chose, tant mieux. Mais je trouve qu'il faut pas perdre ça quand même, quoi. Que avant tout, l'écriture, c'est un plaisir et c'est un plaisir de sortir ce qu'on a en soi et de juste d'être créatif, quoi. Effectivement, c'est vrai qu'on parle de conseils d'écriture en imaginant vouloir faire quelque chose qui Oui, soit lisible et lu par d'autres, mais quand tu n'as pas cet objectif-là, complètement, en fait, ça devient un peu inepte. Tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, c'est vrai Oui, qu'en oui. écoutant, je me disais, mais oui, mais quand Tu as même, au totalement final. raison. non, mais c'est un super mot de fin aussi, je trouve. Oui, franchement. voilà, c'est un Ouais. excellent Kiffé. mot de fin pour cette partie, puisque attendez, il y Oui. a encore toute la deuxième partie. Moi je veux savoir si j'ai donné à Laetitia le pire conseil d'écriture de sa vie. Alors, c'est quoi le pire et le meilleur conseil qu'on vous ait donné en matière d'écriture? Je peux commencer là encore si vous voulez. C'est dur, je l'ai trouvé. Moi, en réfléchissant, je ne sais pas si c'est vraiment le pire et le meilleur, mais en tout cas, c'est 2 conseils qui me sont venus. Un mauvais conseil pour moi, puisque du coup, c'est assez subjectif. C'est, attention, Stephen King, pour pas faire, voilà. Un Non, mais en petit fait, auteur qui débute. voilà, un petit auteur Ouais. qui donne que des conseils un peu pourris. Non, mais en fait, son livre Écriture, ça a été une révélation pour énormément de gens. Et moi, en le lisant, j'ai adoré découvrir les coulisses de son travail, mais je me suis pas du tout reconnue dans sa manière de faire. Lui, vraiment, son truc, c'est mets-toi à ton bureau de 8h à 17h, du lundi au vendredi, sans jamais déroger à ça. Parce que si tu veux que ce soit ton travail, et fais-en un travail. Et c'est le seul moyen d'écrire vraiment, d'en faire ton métier. Et moi, franchement, ça m'a pas du tout aidée parce que voilà, c'est très mécanisé, très systématique et moi, ça marche pas du tout pour beaucoup de gens non plus, je pense. Je trouve que ça peut vite être culpabilisant, mettre une pression, assez folle. Moi, j'ai besoin de moments où j'écris pas. Sinon je m'assèche et voilà, globalement, je trouve que tout conseil absolu comme ça qui te balance une vérité en mode: «Il faut absolument écrire comme ça, c'est le seul moyen», voilà, faut s'en méfier. Et le meilleur conseil, j'ai mis: «Chasse les adjectifs». Ça, plus qu'un conseil, c'est un réflexe que j'avais acquis, pendant les ateliers d'écriture poétique de la Sorbonne, où je suivais, c'était animé par le poète Lionel Ray et un professeur de littérature, Gérard Berthommieux. Et là, j'ai appris la haine de l'adjectif inutile. Vraiment, genre parce que quand tu écris un poème, chaque mot doit avoir sa place, son sens et si tu peux l'enlever et que ça change rien à l'image que tu essayes de créer, enlève-le en fait. Donc voilà, ça vraiment, les adjectifs qui alourdissent pour rien, par contre, maintenant que je l'ai repéré, ça me saute à la figure. C'est-à-dire qu'ils sont surlignés quand je lis et il y a certains styles que je peux pas lire. Des styles, voilà, très alourdis par plein d'adjectifs, je peux pas et j'essaye d'écrire avec le moins d'adjectifs possible et mes textes s'en portent mieux, je trouve. Voilà pour mes 2 conseils. Qui veut enchaîner avec son pire et son meilleur conseil d'écriture reçu? Léa, tu as toujours ta petite main levée. Ah! Alors voilà, cuisinier volontaire. C'est parce que j'ai oublié. Mais je peux vous faire mon meilleur et mon pire conseil d'écriture. Alors, je commence par le pire. Il est super drôle, vous allez voir. Je suis en Hippocagne et mon prof de lettres, qui s'appelle Pascal Vallat, petite pensée pour lui, me dit un truc qui me hante encore jusqu'à aujourd'hui. Il me dit: «Bon», il avait, en plus, il était magnifique et tout, il avait une pose d'essai, toujours, super bien habillé et tout, un Parisien à Tours, enfin vraiment, la totale quoi. Il dit: «Bon, les enfants, dans la vie, je vous le dis, on est soit lecteur, soit on écrit, mais on peut pas faire les 2». Mais c'est complètement Et con. Non mais pardon. et franchement, moi, très du triste. haut de mes 20 ans, face à ce
type absolument érudit et qui m'a transmis énormément de Mmh. choses en littérature, je me suis dit: «Mais il a raison, en fait. Moi, je suis pas fait pour écrire, je suis fait pour être lectrice. C'est ce que je veux faire. Je veux être éditrice, je veux aider les autres à écrire leurs romans, je veux être une accoucheuse de livres, je veux» et encore aujourd'hui, ces mots, ils me hantent, en fait, parce que quand je me mets devant ma feuille et que j'essaye d'écrire, je me dis: «Léa, tu seras jamais une écrivaine, tu seras toujours une lectrice, quoi». Voilà. Un petit C'est syndrome de horrible. l'imposteur gracieusement distribué par la prépa. C'est cadeau. C'est horrible. Mais surtout que c'est d'une débilité profonde puisqu'il n'y a pas d'écrivain qui ne lit pas. Enfin, donc Oui. c'est débile. Ouais. Et alors, le meilleur conseil que tu as reçu? Alors, le meilleur conseil d'écriture, il m'a été donné par mon best guy, Neil Gaiman, que j'aime de tout mon cœur. C'est la 5e règle de ces fameuses, je ne sais plus combien il y en a 10 ou 12 règles d'écriture. Et c'est une règle qui m'est utile autant dans mon écriture que dans mon travail. Je vous fais la traduction simultanée. Souvenez-vous, quand les gens vous disent que quelque chose ne va pas ou ne marche pas pour eux, dans ce que vous avez écrit, ils ont presque toujours raison. En revanche, quand ils vous disent exactement ce qu'ils pensent qui est faux et comment le rectifier, ils ont presque toujours tort. Oh, Et à c'est toi, en tant pointu, donc. qu'éditrice, Super intéressant. en tant qu'éditrice, tu dis pas parfois aux auteurs, je pense qu'il faudrait que tu le corriges comme ça? Jamais. Jamais? C'est une règle que je respecte sauf si on me pose vraiment la question, comment je pourrais faire pour améliorer? Qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? J'essaye de toujours dire: «Là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Là, je sens que ça pourrait être mieux. Peut-être que tel thème pourrait être plus développé. Je pense que ce thème-là est intéressant dans ton roman et qu'il n'est pas assez présent» et cetera. Et j'essaye vraiment de ne jamais dire: Ça va pas, il faut que tu fasses ça à la place», parce que je pense que c'est pas mon rôle, en fait. Voilà. Et ça, tu vois, pour le coup, pour reprendre la phrase de ton prof de français, mais autrement, je trouve que c'est très dur d'être auteur et éditeur. Parce que moi, Ah. clairement, je sais que j'aurais été une super mauvaise éditrice. J'aurais barré tous les mots en disant: «Mais non, c'est vachement plus joli avec ce mot-là». Donc voilà. Merci beaucoup, Léa. Laure, est-ce que tu as un pire et un meilleur conseil que tu as Ouais, reçu? en fait, tu vois, j'avais pas particulièrement noté de pire conseil, mais en écoutant Léa, c'est pas vraiment un conseil qu'on m'a donné, mais c'est quelque chose dans mon parcours, entre guillemets, que je regrette d'avoir fait. Et je regrette d'avoir fait Hippocagne, en vrai. Enfin, en fait, quand j'écrivais, c'était au lycée. Je pensais, enfin, ça me nourrissait énormément. C'était un moment hyper créatif pour moi, et l'Hippocagne a totalement tué la créativité qu'il y avait à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est le fait d'aller si profondément dans les textes et de tout décortiquer, tout ça? Enfin, je sais pas, il y avait plus d'âme, il y avait plus de temps. Donc je regrette un peu, voilà. Donc c'est pas particulièrement quelqu'un qui m'a dit quelque chose, mais c'est plutôt je trouve la machine qui broie un peu et où t'es pas forcément prêt, en plus quand t'es si jeune, à passer par là. Voilà, c'était pas très rigolo, je suis désolée. Mais voilà. Et en meilleur conseil, ça va être d'une platitude sans nom, et je m'en excuse, mais Marie, je trouve que si tu avais donné comme conseil juste lancez-vous et publiez quelque chose, c'est un très bon conseil. Et moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était sur des forums, et au début, je commençais à juste lire des choses et à dire moi aussi, machin. Et il y a 2-3 personnes qui m'ont dit bah vas-y, lance-toi, même si c'est tout pourri, on s'en fout. Et en fait, à partir de là, voilà, il y a des gens qui m'ont répondu, et du coup, j'ai continué à écrire les histoires, et voilà. Et c'était trop bien. Cool, merci Laure. Marie, un meilleur et un pire conseil? Alors, moi, en fait, c'est un peu comme les bonnes idées de romans. C'est des conseils qui se sont accrochés, que j'ai depuis longtemps. Je ne sais pas exactement d'où ils viennent. Enfin, si, le pire conseil, je sais d'où il vient. En général, on sait d'où il vient. Ouais. En fait, c'est pas un conseil. En gros, c'est la fiche personnage. Bon, alors là, c'est vraiment mon avis personnel. En gros, moi, quand je commençais à écrire de la fantasy, sur les forums d'écriture et tout, il y avait vraiment des sortes de templates de fiches personnages. Le personnage, voilà, son nom, son âge, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, de quel village il vient, qui sont ses parents, son animal de compagnie. Enfin, vraiment, il y avait toute une batterie, toute une liste de choses. Et en vrai, moi, j'adorais faire ça quand je commençais à écrire, mais maintenant, j'aurais tendance à pas conseiller de liste aussi détaillée, parce que par exemple,
Par exemple, moi, j'ai jamais compris pourquoi on dit toujours les couleurs des yeux des personnages. Enfin, je sais pas vous, mais moi, jamais dans la vie, je vois les couleurs des yeux des gens. Enfin, je suis pas très observatrice de base, mais c'est vraiment un truc qui, dans les descriptions, surtout en jeunesse, enfin, dans certains romans jeunesse, arrive assez vite. Ou alors, c'est Parce qu'en des personnages général, qui ils ont ont des des yeux yeux ouais, extraordinaires, voilà, je sais pas. violets. Oui, voilà, violet ou vraiment. Tu sais, c'est vraiment des détails. C'est un peu une sorte de tuning de personnage, alors que je trouve que c'est plus important de se poser des questions, par exemple, ouais, quel est son conflit interne, enfin ce genre voilà, de travail psychologique qui va être plus porteur, en fait, qui va plus voir plus en fait, le personnage comme une sorte de boule d'énergie. Quels sont ses élans, quels sont ses freins, quels sont ses... Mais bon, si vous aimez bien écrire des fiches personnages, allez-y, ça fait pas de mal en vrai, c'est juste que ça servira pas. Enfin, toutes les données que vous avez passé du temps à faire, en vrai, on s'en sert pas beaucoup dans le roman parce que c'est des détails qu'on n'a pas forcément, enfin, qui sont pas forcément intéressants de mettre. Ça peut être un piège pour les auteurs débutants et pour les personnages comme pour l'univers, comme pour plein de trucs, c'est que tu as fait tellement de recherches ou tu as Ouais. inventé tellement de trucs que tu veux tout mettre et donc tu tapes toute la description du personnage, la forme de ses yeux, de ses sourcils, de ses narines. Mais oui, ça fait un peu skin de jeu vidéo et d'un Ouais, truc c'est de ça, c'est une Sims, sorte de quoi. Sims en fait. Le Sims ultra détaillé. Mais c'est fun à faire, hein, mais juste, bon, c'est peut-être pas le truc qui va être le plus efficace, qui va plus le plus porter l'histoire. Et comme meilleur conseil, alors moi, c'est un conseil, il me semble que je l'ai vu passer sur Twitter, et je sais plus exactement l'auteur, mais il me semble que c'était Grégory Darosa, l'auteur, qui avait dit ça. Et en gros, c'est marrant parce que je l'ai super bien retenu, ce conseil-là, alors que ça fait des années, en plus, j'ai plus Twitter, donc je ne saurais pas le retrouver. Et c'est écrit comme ça te vient et pas comme tu voudrais que ça vienne. Et moi, je trouve ça très, très déculpabilisant, en fait. Une sorte de... Écoute vraiment ta voix à toi et essaye pas forcément d'appliquer des process si tu sens que ça coince et que toi, c'est pas ton élan à toi. Et j'aime bien ce conseil. Ça veut pas dire que j'arrive à l'appliquer, hein, mais j'aime bien ce conseil. Je retiens aussi. Merci Marie. J'essayerai de l'appliquer. Laetitia, mets fin au suspense. Ok, alors du coup, je commence par le pire. Donc oui, Christelle, j'ai pensé Les points de effectivement. vue, les points de vue. C'est Oui, moi qui t'ai t'as traumatisée avec deviné les points de direct. vue. T'as deviné direct. En fait, ça va reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Ça date d'il y a longtemps, ça date de 2015, en gros, et je t'avais fait bêta lire un texte. Et en fait, mais cela dit, en fait, c'est un des pires et un des meilleurs, en fait. C'est ça la blague, c'est que... donc, effectivement, tu m'as parlé des points de vue. Tu m'as dit, bah, en fait, dans ton histoire, tu changes de point de vue. Et il faut que tu m'as, en fait, un peu expliqué l'histoire entre le narrateur, le point de vue, etc. Et alors, on va dire pire conseil, parce que ça m'a bloqué pendant des années. J'ai du mal t'expliquer le truc, ça a dû te t'embrouiller Qu'est-ce au qui t'a maximum. bloqué là-dedans? La nuance entre narrateur, personnage et tout? Ouais, c'est ça. C'est hyper subtil en plus comme nuance. Moi, je me souviens quand on en parlait en cours de lettres, je ne comprenais pas trop. C'est vite glissant en fait d'un passage à un autre. Exactement. Non, mais c'est ça. Et je pense que c'est un vrai écueil, quoi, franchement. Et donc voilà, donc ce conseil-là. Mais en même temps, c'est génial parce qu'en même temps, ça m'a fait aussi, du coup, essayer de m'intéresser à ça, essayer de comprendre et aussi essayer on parlait tout à l'heure de lire, ça nous aide de voir dans les textes des autres. Ah, ok, là, c'est du point de vue interne, là, c'est du point de vue externe, là, c'est. Enfin, encore une fois, de Cognition. théoriser tout ça, quoi. Donc voilà. C'est un conseil qui t'a bloqué, mais qui, in fine, n'était pas si mauvais, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est arrivé au mauvais moment. Des fois, on a des conseils comme ça. Enfin, là, tu vois, c'était en fait de la théorie de narration. Peut-être pour toi, à ce moment-là, tu n'avais pas besoin de ça. En fait, tu avais besoin d'autre chose comme type de conseil et ça a dû te bloquer parce que tu n'étais pas encore là, quoi. C'était pas du tout encore que tu voulais travailler. Et moi, je suis arrivée avec mes gros sabots de meuf qui sortait de prépa. Désolée. Non, mais t'inquiète. Comme quoi, la prépa a réussi à certains. Du coup, c'est à la fois le pire et le meilleur. Non, du coup, j'avais pensé à ça un peu comme le pire, mais bon, en tout cas, parce que, bon, voilà, c'est un truc qui m'avait un peu, qui m'avait bloqué, quoi.
Et non, et du coup, le meilleur, du coup, c'est, une fois n'est pas coutume, un que j'ai bien retenu, c'est Cécile Duquesne. Et vous allez voir, ça reboucle avec ce que j'ai raconté aussi tout à l'heure sur mes héros. Vous vous souvenez, ces héros que je voulais écrire heureux, sans problème, et qui ne prennent pas de décisions stupides. Et elle, un de ses conseils, c'est les personnages sont des outils scénaristiques. Et en gros, ce qu'elle conseille, c'est que quand tu écris, t'es pas le lecteur en fait. Et en fait, qu'un personnage, c'est pas la même chose pour un lecteur et pour un auteur. Pour le lecteur, ça doit sembler être ses amis, des personnages réels et tout. Pour l'auteur, c'est avant tout des outils scénaristiques. Ça peut être rude, dit comme ça, on peut avoir l'impression que ça enlève un peu de la magie, mais en vrai, c'est salvateur parce qu'une fois que tu as compris ça, tu as quand même compris plein de trucs, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Merci Laetitia et merci Cécile. Décidément. Et ben, écoutez, Marraine ça fait officieuse. déjà, oui, c'est ça. Marraine Ça fait officieuse déjà du plus podcast. d'1h15, je pense, qu'on discute. Mon thé, ma théière a clairement refroidi. Je bois du thé froid depuis tout à l'heure. C'est plutôt bon signe en général. Merci franchement à toutes les 4 pour ces échanges. C'était hyper riche. Je sais pas vous, mais moi, je suis hyper motivée pour aller écrire après notre conversation. Ouais, moi pareil. Grave. Mais je pense que le podcast, ça va me donner un cadre en fait pour écrire. Ouais, carrément. Puis ça Il y a nous plein de oblige à être redevable d'un mois sur l'autre, d'avoir des choses à dire. Ouais, exact. En tout cas, merci à vous, nos auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que vous en ressortez avec autant d'envie que nous d'aller écrire. Et puis, si vous êtes encore avec nous après tout ce temps, on va vous donner des mots à mettre en commentaire. Les filles, qu'est-ce qu'on met comme mots en commentaire pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici? Moi, je dirais, je sais pas, j'ai le truc du plombier et de son évier. Genre l'évier et mon bébé. Mon bébé, c'est l'évier. C'est bien. Voilà, le mot évier quelque part dans votre commentaire. On saura que vous nous avez écoutés jusqu'ici. Et voilà, merci pour votre fidélité jusqu'au bout du podcast. C'est le premier épisode, donc si vous voyez des points d'amélioration ou des sujets que vous auriez envie qu'on aborde pour les épisodes suivants, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Vous voyez qu'on a plein d'idées, mais on sera prête aussi à prendre les vôtres. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines réunions du club. Et mettez-nous un petit like ou 5 étoiles, ou je ne sais pas ce que vous pouvez mettre où vous êtes, mais faites-le. Voilà, ça fera remonter le podcast pour que d'autres auteurs puissent le découvrir. Et puis, ça nous fera plaisir et ça nous encouragera à continuer. Je vous souhaite de très bonnes sessions d'écriture et je vous dis à très bientôt pour la 2e réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Salut les filles, à bientôt. Salut. Salut. Merci encore.